Alors bonjour et merci à tous d'être si nombreux pour ce webinaire où il va être question d'inclusion numérique. Alors je suis un peu gênée parce que je vois ma présentation et je ne vous vois pas. Donc s'il y a des questions, en effet, on va essayer de les réserver pour vous. Si on a souhaité aujourd'hui parler d'inclusion numérique, c'est que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Alors les périodes de confinement, ils sont sans doute pour quelque chose. Et l'objectif de dématérialisation totale des démarches 2022 également. Donc, on s'est dit, vu qu'on travaillait ce sujet depuis un petit moment au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques et de la fibre 64, que c'était vraiment intéressant de pouvoir en faire un webinaire. Donc, oui. Alors, excusez-moi, juste pour question pratique, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros? On a pas mal de retours. Si ça ne vous dérangeait pas de couper les micros, merci beaucoup. Ok, alors je reprends et puis on y va. Il est 11h06, les retardataires prendront en cours. C'est parti. Alors, on va commencer aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'inclusion numérique et de le faire en 3 étapes. Déjà, on va reparler des constats, qu'est-ce qu'on constate et quels sont les constats qui sont faits au niveau national et du coup au niveau départemental sur cette question de l'électronisme et de l'inclusion numérique. C'est important de se mettre d'accord sur ce dont on va parler aujourd'hui. La deuxième partie, on parlera de ce qu'on fait, dans les Pyrénées-Atlantiques pour favoriser l'inclusion numérique depuis plusieurs années déjà. Et puis en troisième partie, qui sera aussi un petit peu une ouverture parce que, on l'a dit, l'inclusion numérique, c'est un sujet vraiment d'actualité, mais je pense que si on veut traiter l'inclusion numérique de façon pérenne, il faut aussi avoir un coup d'avance et en tout cas essayer d'avoir toujours un coup d'avance en la matière. Bon, alors on y va. Je vous propose de partir sur cette première partie des constats. Alors, du coup, je vais vous demander en fait de vous mouiller un petit peu, puisque je vous pose pour commencer une première question et j'aimerais bien que vous répondiez dans le chat. Donc, la première question, c'est selon vous, en France, quel est le pourcentage de Français qui sont touchés par l'électronisme? Alors, allez-y, vous pouvez mettre vos propositions dans le chat, donc le pourcentage de Français touchés par l'électronisme. Voilà, alors j'enlève mes lunettes pour voir de loin, mais je vois qu'il y a des chiffres voilà, de 50, 20%, 25, 45, 30. Enfin, justement, moi je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de chiffres. On entend plein de chiffres un petit peu partout et peut-être que la première des choses à faire, c'est reposer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'électronisme. Pour ça, moi, je me suis basée sur la définition INSEE qui est reprise dans le récent rapport du Sénat sur la question. Donc, pour l'INSEE, l'électronisme, c'est le fait de ne pas posséder les compétences numériques de base. Alors, dans les compétences numériques de base, on en identifie 4. Là, il y en a 3, mais on en reparlera un petit peu après. Donc, il y a donc envoyer des courriers électroniques, consulter ses comptes et plus globalement naviguer sur Internet, utiliser des logiciels. Donc, il y a le fait de ne pas posséder les compétences ou de ne pas se servir d'Internet. On a bien cette double incapacité qui est à la fois une incapacité en termes de compétences et une incapacité en termes d'accès au matériel. L'électronisme, c'est ça. Donc, quand on parle d'électronisme, on se basera, nous, aujourd'hui, sur cette définition INSEE. Si on prend si on revient sur notre pourcentage de Français qui seraient touchés par l'électronisme en France, d'après le rapport du Sénat sur l'illettrisme et l'électronisme qui est paru en septembre 2020, j'ai pris les chiffres de ce rapport-là parce que c'est les derniers chiffres qu'on a. Et donc, on serait à 12 millions de Français, ce qui représente à peu près 17%. Donc, je pense que j'ai vu des chiffres, on était autour des 20. Donc, il y en avait quelques-uns qui étaient pas trop loin de la réalité. Donc, il y aurait donc 12 millions de Français qui ne possèdent pas les compétences numériques de base ou ne savent pas se servir d'Internet. Donc, on est sur cette dimension-là. La mission Société numérique et le baromètre du numérique, le dernier, identifiait 13 millions, 18% de Français. Voilà, on est là sur vraiment les Français très éloignés, qui sont
vraiment qui ne peuvent pas et qui ne savent pas se servir d'Internet. Mais globalement, et on revient un petit peu, vous voyez, dans le chat, je voyais qu'il y avait des chiffres à 35-40%. C'est intéressant parce qu'en effet, il y aurait ce noyau un petit peu dur de Français touchés par l'électronisme. Et puis autour, il y a ce qu'on appelle, en tout cas ce que le rapport du Sénat appelle le halo de l'électronisme. Parce qu'en fait, l'exclusion numérique, elle est diffuse. Parce qu'il suffit en fait de manquer d'au moins une compétence de base dans les 4 domaines. Je vous parlais des 4 domaines tout à l'heure. En fait, ce sont la recherche d'informations, la communication, l'utilisation de logiciels et la résolution de problèmes. Donc, si on manque d'au moins une de ces compétences, quelque part, on va avoir des difficultés à utiliser le numérique et donc ça va poser des problèmes. Ce qui représente quand même 38% des usagers, ce qui fait pas mal de Français. Et je pense qu'on est tous, presque à un moment donné ou à un autre, en difficulté. On a une compétence qui nous manque. Donc, si on reprend ces 38% des usagers qui manquent d'une compétence de base et qu'on ajoute les non-usagers, on arrive quand même à un grand pourcentage qui est de 47,3%. Donc, finalement, toutes les personnes qui ont répondu dans le chat avaient une bonne réponse, puisqu'en fait, ça dépend des degrés d'électronisme. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, mais ça, je pense que tout le monde le constate au quotidien, le numérique, il pose pas mal de problèmes à pas mal de monde. On a tous un proche ou on a tous été confrontés à un problème. Alors, avec le numérique. Alors, bien sûr, ce dont on se rend compte aussi, c'est que le fait de ne pas accéder au numérique peut être aggravé par certains facteurs et que ce qu'on appelait à un moment la fracture numérique vient se superposer à d'autres fractures, comme la fracture sociale, la fracture générationnelle, etc. Donc, il y a des populations dont on sait qu'elles sont plus à risque d'exclusion numérique. Si on prend un petit peu ces chiffres et qu'on les projette au niveau des Pyrénées-Atlantiques, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça peut représenter sur notre département. On serait donc à plus de 115 000 habitants en situation d'électronisme, donc on va dire qu'on va définir, nous, comme étant très éloignés du numérique, mais plus de 320 000 habitants qui, finalement, manquent d'au moins une compétence essentielle. Donc, quand on agit sur l'électronisme, bien sûr, on agit sur les publics les plus éloignés, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi toute une partie des habitants qu'il ne faut pas laisser décrocher trop, puisque si on manque d'une compétence essentielle, à un moment donné ou à un autre, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, quand on aura vraiment une dématérialisation totale, ça risque de poser des problèmes à pas mal de monde. Et puis, mais ça, je pense que ce constat que pose le rapport du Sénat, tout le monde le fait, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, l'exclusion numérique, ça constitue vraiment un handicap dans une société qui est vraiment de plus en plus numérisée. Et voilà, je pense que tout le monde a vécu les périodes de confinement et a repris de façon assez violente cette question de l'importance du numérique dans notre quotidien. Donc, pour toutes les personnes qui sont donc touchées par ce qu'on appelle l'exclusion numérique, qu'on soit plutôt, que ce soit aigu ou modéré, on va avoir des difficultés, ça va nous poser des problèmes dans le lien avec les services publics. On pense évidemment à l'accès aux droits, mais aussi dans tout ce qui est vie économique, accès à l'emploi, accès à l'éducation. Les périodes où les écoles étaient fermées pour une certaine partie des parents, ça a posé des problèmes. Il y a eu des décrochages et on sait pourquoi. Mais aussi tout ce qui est contact, lien social et participation à la vie démocratique. Donc on est vraiment dans une société numérisée et permettre l'accès de tous au numérique, c'est une question vraiment de société. Donc, face à ces constats, on a posé nos constats, on est à peu près tous d'accord sur que sont les chiffres de l'électronisme et qu'est-ce que c'est et quels sont les problèmes que ça pose. Et après avoir fait ces constats et reposé un petit peu le sujet, on agit. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, on agit depuis un moment. Alors, je vais vous demander une deuxième salve de participation dans le chat. Avec cette question, je ne sais pas si certains connaissent la réponse, mais à votre avis, que signifie l'acronyme TANI?
Alors là, c'est un peu plus long, donc je vous laisse un petit peu plus de temps de réflexion. Et ceux qui ont des compétences numériques très développées auront peut-être le réflexe d'aller chercher sur Google en même temps. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de pouvoir aussi vous apporter de l'information de façon un petit peu plus participative. Donc, n'hésitez pas à... je vois qu'il y a un début de réponse intéressante dans le chat. Territoire d'action, on est bon sur les deux premières lettres. Et il y a une bonne réponse. Donc, il y a déjà des personnes qui ont un petit peu connaissance de ce qui se fait au niveau des Pyrénées-Atlantiques. Donc, en fait, on est bien sur TANI, qui veut dire territoire d'action pour un numérique inclusif. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, les Pyrénées... Alors, il y a quelqu'un qui a un micro pas débranché. J'ai un retour. C'est bon? Pourquoi je vous parle des TANI? Parce qu'en fait, les Pyrénées-Atlantiques sont le département qui a été le premier territoire labellisé par l'État en 2018 pour sa politique d'inclusion numérique. Ce label de TANI, c'est un label donc de l'État qui qualifie et qui valorise et qui identifie les territoires qui sont particulièrement impliqués dans cette question de l'inclusion numérique. Donc en 2018 déjà, les Pyrénées-Atlantiques étaient identifiés comme un territoire agissant fortement sur cette question. Il y a une première promotion donc, de 10 territoires, TANI, et il y a une deuxième promotion l'année dernière. Donc si vous voulez plus d'informations sur le dispositif TANI, il y a le lien dans la diapo que vous devez avoir à l'écran. C'était un petit peu pour introduire cette question de l'inclusion numérique et de comment on s'y est pris dans les Pyrénées-Atlantiques, mais surtout pour ceux qui arrivent en cours et qui n'auraient pas l'historique de ce qui se passe dans les Pyrénées-Atlantiques au niveau de l'inclusion numérique, vous dire que c'est quand même une problématique qui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau national, a été prise en compte très tôt chez nous. Pourquoi et comment ça a émergé, cette question de l'inclusion numérique? Je vous propose qu'on fasse un petit retour dans le temps, et notamment en 2016. Donc, en 2016, suite à la loi NOTRe et la réorganisation de l'action sociale, il y a eu tout un travail mené au sein du département. Et puis, dans le cadre de ce travail, sont remontés des sujets d'inquiétude par les travailleurs médico-sociaux notamment, qui disait, voilà, nous, on est confrontés à des publics qui ont des difficultés sociales, et puis on se rend compte qu'en fait, des publics qui étaient autonomes reviennent dans nos services parce qu'en fait, le numérique leur pose problème, et que derrière, il y a des conséquences vraiment importantes et des risques de non-recours en droit. Alors, pourquoi en 2016, c'est intéressant cette date-là? C'est parce qu'en fait, en 2016, c'est là où il y a eu la première démarche entièrement dématérialisée. De mémoire, je crois que c'est l'inscription à Pôle emploi qui n'était possible de faire uniquement en ligne à partir de 2016. Donc voilà, 2016, des inquiétudes ont commencé à remonter, et de façon assez importante. Donc le département s'est dit, on ne peut pas ne pas agir sur cette question-là. Donc en 2017, il a vraiment intégré l'inclusion numérique à l'ensemble de ses schémas départementaux. Alors le SDASP, schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services publics, le schéma départemental des usages numériques, et le SDTAN, je ne l'ai plus, mais d'aménagement numérique. Voilà. Donc sur ces trois grands schémas, l'inclusion numérique a été vraiment mentionnée. Et puis, très rapidement et dès octobre, il y a eu le lancement d'une démarche et d'une stratégie départementale d'inclusion numérique avec un accompagnement par une association qui s'appelle We Take Care, et qui est quand même au niveau national, qui est une association sœur d'Emmaüs Connect. Je ne sais pas si certains connaissent, mais au niveau national, c'est quand même deux grands acteurs sur l'inclusion numérique. Donc, ils ont accompagné le département, et puis ce qui a été souhaité et effectué dès le départ, c'est que cette démarche, ce soit une démarche partenariale. C'est-à-dire que dès le lancement, le département a travaillé avec les opérateurs de services publics. C'était
finalement le prolongement du SDASP quand même, les opérateurs de services publics, qu'il s'agisse de Pôle emploi, la CAF, la CPAM, la MSA, la CARSAT, la Poste, les associations, associations caritatives qui sont en contact avec des publics éloignés du numérique, les espaces publics numériques, ce sont des espaces de médiation numérique, les CCAS, les SDSEI, les services du département sur des solidarités et de l'insertion, les organismes de formation, enfin tous les acteurs qui à un moment donné ou à un autre sont confrontés à du public en difficulté avec le numérique. Et donc c'est vraiment, dès le départ, ça a été vraiment une démarche très partenariale et très transversale. Ce qui fait que ceux qui peut-être parmi vous, alors je ne sais pas, il y a beaucoup de monde et peut-être certains ont connu le dispositif Cyberbase au début des années 2000. Je pense que là, on est sur une autre approche. Autant que quand on était sur des déploiements de Cyberbase, on était vraiment sur des approches en silo. On voyait la fracture numérique de façon de côté. Là, on est vraiment sur une approche transversale en disant l'inclusion numérique, elle touche un champ très large d'acteurs, et pour qu'on puisse agir et agir largement sur cette question-là et efficacement, il faut que cet ensemble d'acteurs y se retrouvent et identifie les besoins communs et les façons d'y répondre. Donc cette stratégie départementale, elle s'est élaborée en 3 phases, avec vraiment cette idée, je vous le disais, de travailler de façon globale et puis d'essayer de travailler sur quelque chose qui soit pérenne et vraiment réfléchi. Donc la première phase qui a eu lieu entre début 2017, ça a été une phase de diagnostic. Donc là, il s'est agi d'interroger l'ensemble des structures qui avaient été identifiées. Je crois qu'il y en avait plus de 400 et de leur adresser un questionnaire déjà pour savoir qui faisait quoi pour l'inclusion numérique dans le département. Il y a eu aussi des entretiens ciblés, etc. Donc ce diagnostic, il a permis notamment de faire ressortir des constats et des besoins. Et un des besoins vraiment prégnant qui est ressorti, c'est que y avait des choses qui se faisaient sur le département, des acteurs qui mettaient en place des actions, qui recevaient du public, qui assistaient, qui mettaient en place des ateliers, mais il y avait une grosse méconnaissance des acteurs entre eux. Et vraiment la volonté de tous de dire mais je ne sais pas qui fait quoi à côté de chez moi, donc je ne peux pas accompagner les usagers de façon efficace et je ne peux pas les orienter vers la bonne structure qui pourra les accompagner de la façon la plus efficace possible en fonction de leurs besoins. Donc en partant de ce constat et de cette nécessité en fait de mailler le territoire et de mettre en réseau les acteurs qui agissaient dans ce champ de l'inclusion numérique, la deuxième étape de cette démarche, ça a été la co-construction de réseaux locaux d'inclusion numérique sur 2 territoires pilotes et à l'échelle des territoires couverts par les services départementaux des solidarités et de l'insertion. Donc ces 2 territoires pilotes, ça a été les 2 territoires au Pays Basque, le SDSEI Adour-BAB, plutôt zone. Enfin, l'idée, c'était d'avoir 2 territoires un peu différents, donc un territoire plutôt urbain et dense, et puis le SDSEI Pays Basque intérieur, où on avait un vaste territoire, avec beaucoup moins d'acteurs. Donc cette co-construction de réseau, elle a démarré en 2018, et puis des réseaux ont été lancés, et ces 2 réseaux sur les territoires pilotes sont effectifs depuis fin 2018. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces réseaux? Eh bien, en fait, on y met en place des actions et des expérimentations pour essayer de répondre aux besoins qui sont identifiés par les acteurs eux-mêmes au sein de ces réseaux. Donc, on va reparler un petit peu de toutes les actions et de tout ce qu'on fait dans ces réseaux et en quoi ça consiste, mais juste un petit point géographique sur comment on déploie. Donc, on a nos 2 territoires pilotes dont je vous ai parlé, SDSEI Adour-BAB et SDSEI Pays Basque intérieur, sur lesquels des réseaux sont mis en place depuis 2018. Et puis, quand on a fait le point de ces expérimentations en 2019,
On a ajusté et on a dit maintenant on va pouvoir essaimer et mettre en place d'autres réseaux locaux d'inclusion numérique, toujours à l'échelle des SDSEI, mais de façon progressive sur les autres territoires. Donc on travaille à l'échelle des SDSEI et avec des groupes projets qui rassemblent les SDSEI et les EPCI des territoires. Donc là, on a démarré fin 2019 un essaimage progressif à 2 territoires qui sont Est et au Béarn. Alors avec le confinement, on a retardé un petit peu, mais on co-construit les réseaux actuellement sur les SDSEI Est et au Béarn. Viendront ensuite Pau-Aglo et la Cortès, on espère, dans cette année 2021. Donc je vous disais, je vous ai fait un petit peu patienter, mais que dans ces réseaux, on y fait des choses. Et en fait, ces réseaux, ils sont mis en place et ils ont 2 grands axes d'action. On a un premier axe d'action qui est à destination des aidants, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bien sûr, il fallait accompagner les publics pour qu'ils gagnent en autonomie numérique, mais que les personnes qui accompagnaient ce public, qu'on appelle les aidants, eux aussi, ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ils ont des missions aujourd'hui qui ne sont pas forcément des missions qui correspondent à leur cœur de métier. Ils accompagnent des usagers sur le numérique alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément formés au numérique, que ça peut être des travailleurs sociaux et que voilà, c'est pas forcément leur cœur de métier de travailler sur la question du numérique. Hein. Leur cœur de métier, c'est de travailler sur l'accompagnement social, mais qu'en même temps, dans une société numérisée, les métiers changent et que du coup, il y avait des tensions à ce niveau-là. Donc, sur la question des aidants, l'idée, c'est vraiment ce que je vous ai déjà dit, mais du coup, je pense que la question du réseau et du maillage, elle est vraiment importante et je pense que je ne sais pas si les personnes qui sont présentes ici connaissent la démarche ou ont des retours, mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de mieux se connaître pour mieux accueillir, orienter et accompagner les publics, et puis pas en fait faire des actions similaires à 10 km de distance. Et donc sur les aidants, on a mis en place plusieurs actions. D'abord, je vous disais comment on accompagne, comment on outille ces aidants, en leur permettant d'être formés. Donc on a mis en place des formations pour les aidants dans les territoires pilotes dans un premier temps. On a aussi sensibilisé les aidants numériques des associations qui sont eux aussi confrontés à des publics et se disent mais comment on peut agir nous, comment on peut les orienter, comment on peut les accompagner, comment on peut diagnostiquer leurs besoins. La même chose aussi sur tout ce qui est bibliothécaire, parce que je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais les médiathèques et les bibliothèques sont des lieux vraiment identifiés par les publics comme des lieux d'inclusion numérique, parce qu'ils sont ouverts, parce qu'il y a du matériel informatique. On a aussi, je pense que vous avez sans doute entendu parler, il y a aussi des volontaires en service civique qui assurent des missions d'accompagnement numérique. Donc, pareil, ce sont des jeunes qu'il est nécessaire de sensibiliser et former, notamment à la posture d'accompagnement et à qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique. Et puis, avec les acteurs des réseaux au sein des réseaux, on a mis en place tout un panel d'outils pour faciliter la coordination, la communication, la valorisation des actions des uns et des autres. Donc, qu'il s'agisse d'une aide d'information qui permet de façon trimestrielle de donner de l'actualité sur l'inclusion numérique, de mieux savoir de quoi, voilà, au niveau national, mais surtout au niveau local. Pour permettre de mieux orienter, mieux se connaître et mieux identifier les actions, on a mis en place une cartographie qui recense les acteurs et actions de l'inclusion numérique au niveau du département. Alors, qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas qui reprend toutes les actions qui sont portées à notre connaissance. Et il y a aussi une entrée par un agenda, donc il y a un agenda des actions, notamment, on en parlera tout à l'heure, pour tout ce qui est atelier itinérant, atelier qui se passe de façon ponctuelle dans les communes du département. Et tous ces outils, ils sont en ligne sur un espace ressources que je vous invite à aller voir, qui est, je pense qu'il manque le H, à l'adresse https inclusion-numérique.lafib64.fr. Donc sur cet espace ressources, parce qu'on a commencé à bâtir des outils, puis on s'est dit mais ces outils, on a besoin d'un espace pour les rassembler et on a donc créé un espace ressources. C'est un espace ressources à destination des aidants qui rassemble les outils et puis pas mal d'actualités et d'informations sur l'inclusion numérique.
Du fait de notre label Territoire d'action numérique inclusif, on peut, en tant que département assez impliqué dans l'inclusion numérique, avoir accès à des dispositifs d'État qui sont expérimentés, notamment Aidant Connect. Donc peut-être que certains en ont entendu parler, c'est un dispositif mis en place par l'État pour sécuriser les aidants qui font des démarches administratives à la place de leur public. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir avoir une traçabilité et voir que je sais pas, la déclaration d'impôt de Monsieur X a été faite par l'assistante sociale du CCAS tel jour. Et donc pour sécuriser ce tiers qui vient faire cette démarche. On a aussi, parce que quand on se rencontre dans les réseaux, on essaie d'identifier les problématiques et les besoins. Et donc cette question de la responsabilité juridique des aidants, c'était vraiment une question qui préoccupait beaucoup les membres des réseaux. Donc on a fait appel à une juriste pour justement éclairer un petit peu sur quelle était la responsabilité réelle des aidants quand ils accompagnent des usagers sur le numérique. On expérimente aussi le dispositif d'État d'évaluation et de certification des compétences qui s'appelle PIX, et plus particulièrement sa déclinaison pour les débutants qui s'appelle ABC PIX. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller taper pix.fr, à aller tester et évaluer vos compétences numériques. C'est assez intéressant, c'est une approche très ludique et en même temps très fine des compétences et qui est basée sur un algorithme adaptatif. Donc mieux vous répondez aux questions et plus vous allez avoir des questions compliquées. Et puis, ce qu'on fait aussi, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on travaillait de façon très étroite avec les opérateurs de services publics, et petite chose que je n'ai pas notée là, mais on a même signé un accord de consortium avec la CAF, la CPAM et Pôle emploi au niveau du département qui formalise un petit peu toutes nos actions communes sur l'inclusion numérique. Et grâce à ces partenariats très étroits avec les opérateurs de services publics, on a pu mettre en place des ateliers numériques animés par les opérateurs de services publics sur leurs services en ligne à destination des aidants. L'idée, c'est vraiment de réimpliquer tous les acteurs, autant les acteurs qui sont plutôt sur la question de la dématérialisation, mais qui ont aussi, du coup, qui se posent aussi des questions sur comment accompagner leur public pour pouvoir leur faciliter l'accès à leurs services. Donc ça, c'est le premier axe. Alors, je pense que je ne vous ai pas tout listé les actions, mais je vous ai mis des exemples d'actions de ce qui se fait depuis 2018 au niveau du département sur ces aidants. Et puis, le deuxième axe, qui est peut-être plus évident comme ça, c'est dans ces réseaux, on travaille à mettre en place des actions pour les publics. Identifier là où il y a des manques, essayer de trouver des actions, de les mettre en place, d'aller chercher des financements pour les mettre en place. Donc, pour les publics, on est vraiment sur des actions de formation, de sensibilisation qui sont et qu'on pense complémentaires à l'existence, c'est-à-dire que le fait de travailler en réseau nous permet de savoir ce qui est fait, quand et comment, et donc de voir ce qui manque, et donc d'essayer de le mettre en place. Ça a été le cas, par exemple, sur le premier exemple de ma liste, puisqu'en 2018, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de parcours longs de formation aux compétences numériques clés. Il y avait des ateliers, il y avait de l'assistance, mais si on voulait aller un peu plus loin et avoir quelque chose de certifiant, on n'avait pas, en tout cas en 2018. Donc avec le Greta, on a monté un projet de formation aux compétences numériques clés, donc sur des parcours de à peu près entre 35 et 42 heures de formation. Et on est allé chercher un financement de la région sur ce dispositif. Et donc, il a commencé en 2018 et il sera mis en place jusqu'en juin 2021, sachant que depuis, maintenant, on a un autre dispositif de la région qui s'appelle l'HSP Socle, qui reprend dans ses parcours des compétences la formation aux compétences numériques. Donc, en fait, voilà, maintenant que ce besoin est couvert, cette formation, elle n'a plus forcément vocation à perdurer, donc elle est remplacée par un autre dispositif. En 2019, on a aussi travaillé avec la Poste et la commission départementale de présence postale sur les territoires qui a via son financement du fonds de péréquation, à mettre en place des ateliers numériques itinérants à destination des publics.
On a aussi répondu à un appel à projet de l'État pour l'achat et le déploiement de passes numériques. Donc les passes numériques, ce sont, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, ce sont des chéquiers de 10 chèques, comme des chèques culture ou des chèques restaurants qui permettent de financer de la formation numérique dans des structures qui ont fait une démarche de qualification. Donc on a été retenu sur l'appel à projet. Donc, c'est une candidature qu'on a menée avec Pôle emploi, la CAF et la CPAM, qui nous a permis d'aller chercher un cofinancement de l'État de 82 000 € et donc de pouvoir déployer entre 2019, enfin réellement 2020, et 2022, 1200 chéquiers qui vont permettre à 1200 personnes de bénéficier d'une formation aux compétences numériques de base. C'est vraiment un premier niveau avec le pass numérique. On a aussi recruté en 2020 au sein de la FIP 64, Victoria vous en parlait tout à l'heure, de Fabien de Villiers qui est notre médiateur numérique itinérant. Il intervient à la demande des communes et je ne vais pas spoiler tout son discours, mais il va se présenter dans 2 minutes. Donc il est à la FIP 64 depuis 2020 et il propose des ateliers. Et on va en parler aussi, mais et peut-être que certains en ont connaissance, dans le cadre du plan France Relance et du volet inclusion numérique, il y a un dispositif qui s'appelle conseiller numérique sur lequel l'État va financer le poste de 4000 conseillers numériques. Donc dans ce cadre, au niveau des Pyrénées-Atlantiques, on va déposer une candidature pour recruter d'autres médiateurs numériques pour pouvoir avoir une plus grande capacité d'action et peut-être aussi sur des choses un petit peu plus longues que ce qu'on fait actuellement. Donc, on va faire un petit focus là. Peut-être que tout ce que je dis, ça fait un peu liste à la Prévert, donc n'hésitez pas à mettre des questions. Peut-être qu'il y en a déjà des questions dans le chat. On y répondra après. Et donc là, un petit focus avant, et je vais laisser la parole, ça sera peut-être moins monotone, à Fabien, mon collègue, et puis ensuite à Brigitte Courade-Le Pennec, pour parler plus spécifiquement de ce qui est mis en place au niveau de la FIP 64 pour permettre au public d'être formé au numérique. Donc la médiation numérique par la FIP 64. Je laisse mon collègue Fabien de Villiers se présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Fabien de Villiers, de recruter, ça va faire quasiment 1 an maintenant à la Fibre 64 pour faire des ateliers numériques sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, j'interviens dans toutes les communes du département, quelle que soit la taille. Alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'élus dans ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai mes coordonnées, numéro de téléphone et email dans la partie conversation du webinaire, de manière à ce que vous puissiez me contacter, réserver vos ateliers. Parce que, donc justement, Aurélie en parlait, il y a une forte demande. En tout cas, il y a beaucoup de communes qui ont demandé. Brigitte en parlera, mais elle a bénéficié des premiers ateliers que j'ai animés. Là, mon calendrier est plein jusqu'à cet été, donc c'est pour ça, ne tardez pas à m'appeler de manière à réserver donc pour septembre vos ateliers. Et puis voilà, ce sera avec plaisir que je viendrai dans votre commune. Qu'ajouter à cela? Peut-être que vous n'avez rien à payer, hein, tout est financé par la Fibre 64 et ses membres. Donc, ni vous ni les participants n'ont à sortir leur porte-monnaie. On vient avec le matériel, ce qui est aussi un plus parce que si les gens ne sont pas équipés, nous on prête, on a des ordinateurs portables et des tablettes. Également une imprimante scanner parce qu'il y a beaucoup de demandes sur comment je fais des PDF, comment je scanne, etc. J'ai une connexion Internet à disposition, donc si votre commune n'est pas couverte ou si la salle dans laquelle on organise l'atelier, il n'y a pas d'Internet, pareil, pas de problème, j'ai ce qu'il faut. Donc Aurélie aussi en a parlé, il va y avoir, on l'espère, d'autres médiateurs numériques qui vont venir me seconder et donc pouvoir vous offrir plus d'ateliers. Et puis voilà, Aurélie, est-ce que tu vois des choses? Je pense que j'ai tout dit. Peut-être laisser la parole maintenant à Brigitte pour en dire un peu plus et vous expliquer comment ça s'est passé pour elle. Voilà. Brigitte, je te laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Brigitte Courade de Pennec, agente de la communauté de communes du Pays de Naï et responsable de l'espace de vie sociale du Pays de Naï, qui est un lieu d'animation de la vie sociale qui a ouvert ses portes en juin 2018 à Naï. Donc, déjà, pour vous présenter un peu la structure, nous avons mis, nous mettons à la disposition du public qui n'ont pas d'outils numériques et d'abonnement Internet, nous leur mettons à disposition des ordinateurs pour leur consultation et démarches. Donc, nous avons une fréquentation quotidienne de personnes de tous âges qui viennent et qui peuvent consulter leur messagerie ou faire certaines démarches. Nous avons d'ailleurs maintenu cet accueil pendant le confinement. Lors de l'ouverture de l'espace de vie sociale, nous sommes partis d'un constat vérifié avec nos partenaires que sont les services sociaux du département, les associations caritatives, les ADMR, la mission locale, Pôle emploi, la maison de services au public et les communes. Un constat que ces structures reçoivent au quotidien des personnes qui ne possèdent pas d'ordinateur et encore moins pour certains de connexion Internet, ou s'ils en possèdent un, en tout cas, ils ne savent pas se servir de ces outils. Donc, dans le cadre des actions proposées dans le cadre du bien vieillir, nous avons proposé aux personnes retraitées qui habitent sur le territoire des ateliers comme atelier mémoire ou sophrologie et numérique également. Et en fait, ces ateliers ont été les plus plébiscités, et nous avons pu mettre en place des premiers ateliers avec des organismes comme l'ACEP et l'Union départementale CCAS, donc des ateliers gratuits qui se déroulent sur des cycles de 5 à 7 séances pour 7 à 8 personnes. Les tablettes et les ordinateurs sont fournis. Donc, dès la première année, nous avons pu en faire bénéficier à une trentaine de personnes. Donc, avant tout, des personnes à la retraite qui désirent se former et qui appréhendent surtout les démarches administratives dématérialisées. Ensuite, nous avons également reçu le bus numérique qui circulait donc en Aquitaine et qui proposait des séances d'initiation gratuites, mais toujours pour les personnes retraitées. Sur une journée, nous avons pu recevoir une quarantaine de personnes sur 4 jours. Donc, entre-temps, notre collectivité a été retenue pour participer à l'essaimage de la démarche départementale d'inclusion numérique. Et nous sommes donc partenaires dans le cadre de la co-construction des réseaux d'inclusion numérique. Et suite à ce constat et aux premiers ateliers que nous avons proposés, donc nous avons pu bénéficier, comme l'a dit Fabien de Villiers, des premiers ateliers qu'il a pu expérimenter dans nos locaux. Donc il a reçu 15 personnes avec donc le matériel qui était fourni. Nous avons pu les commencer avant le premier confinement et le terminer juste après en scindant les groupes pour accueillir moins de personnes en même temps. Donc, il a animé donc des ateliers avec des outils pédagogiques très adaptés, à la portée du public, dans la convivialité, avec la petite pause café ou l'accueil café. Et c'est vrai que ces personnes vraiment sont en attente d'une suite parce que voilà, le sujet a été très bien amené, très bien abordé et encadré, et ils ont envie de continuer à se former pour aller plus loin et être plus autonomes. Donc, nos projets, évidemment, c'est de pouvoir proposer de nouveaux ateliers, toujours en partenariat avec la FIP 64, et le proposer aussi à des personnes qui ne sont pas forcément à la retraite, parce qu'il faut penser à toutes les personnes qui, entre 30 et 20, les non-retraités qui ont aussi des difficultés par rapport à l'utilisation de l'outil numérique. Donc, proposer de nouveaux ateliers, si on pouvait arriver à
à proposer un atelier hebdomadaire, eh bien, ça serait l'idéal, puisque nous avons beaucoup de personnes en attente hein, qui souhaitent pouvoir profiter de ce type d'atelier d'initiation. Nous allons également proposer le pass numérique et puis nous sommes lancés dans les actions dans le cadre du réseau d'inclusion numérique avec les autres membres avec qui nous travaillons et les partenaires sur notre territoire. Voilà ce que je peux dire de notre expérience des premiers ateliers numériques que nous avons pu mettre en place sur notre structure et que nous souhaitons continuer à développer avec nos partenaires. Merci beaucoup Brigitte. Et ce que j'entends moi aussi dans ce retour d'expérience, c'est qu'il y a voilà, Fabien jusqu'à présent intervient de façon ponctuelle sur des sessions de 4 fois 2h30 d'atelier, mais qu'en effet souvent ça crée de l'envie de continuer et que c'est aussi ce qui motive notre volonté de pouvoir aller recruter d'autres médiateurs numériques dans le cadre du dispositif conseiller numérique. Et puis aussi, hein, bien sûr que notre offre de médiation numérique, elle vient vraiment en complémentarité. Donc, par exemple, je sais que sur le Pays de Naï, il y a aussi une maison des services au public. Enfin, voilà, donc c'est toujours essayer d'équilibrer pour qu'on ait des actions qui viennent compléter celles qui existent et puis dans ce qu'on appelle une logique de parcours d'autonomie numérique, hein, pouvoir accompagner les personnes à différentes étapes. Donc, Brigitte parlait aussi des passes numériques. Les passes numériques, pour nous, c'est plutôt une première marche. Donc, on va pouvoir avoir une action avec des passes numériques et puis derrière, peut-être une action avec notre médiateur numérique. L'idée, c'est de pouvoir vraiment permettre aux gens de gagner progressivement en autonomie numérique en coordonnant et en agençant les actions de médiation numérique disponibles sur le territoire. Je pense que c'est bon pour ça, pour cette donc deuxième partie qui était la partie sur laquelle je vous parlais de nos actions. Et puis, on va pouvoir passer à la troisième qui était comment on anticipe et comment en fait on fait pas que de l'inclusion numérique dans l'urgence, mais qu'on essaye aussi de développer quelque chose qui permet d'avoir un coup d'avance. Donc, je parlais, mais je vais peut-être en parler un petit peu plus en détail, de la question des médiateurs numériques à la fibre et peut-être d'autres aussi médiateurs numériques dans d'autres collectivités du département. On est prêt, en fait, on travaille dans les Pyrénées-Atlantiques cette question de l'inclusion numérique, vous l'avez vu depuis 2017. On a des réseaux qui sont opérationnels sur le Pays basque intérieur. On a des réseaux d'acteurs qui sont en train de se construire progressivement sur le reste du territoire. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble et donc les dispositifs et les financements qui arrivent aujourd'hui sur l'inclusion numérique, hein, le volet inclusion numérique du plan de France Relance, je crois que c'est 350 millions d'euros globalement, hein, il y a 3 axes, mais donc voilà, il y a des financements sur l'inclusion numérique, mais il y a une nécessité à les utiliser de façon intelligente et réfléchie et de ne pas tous se jeter sur... Bien sûr que c'est important de travailler sur l'inclusion numérique, bien sûr que chacun à notre niveau, on se rend compte qu'il y a urgence à agir, mais il y a une vraie nécessité de prendre du recul et de pas aller mettre des actions qui seraient redondantes et donc de travailler avec bien sûr des moyens humains que nous, qu'au niveau des Pyrénées-Atlantiques, on est prêt à accueillir parce qu'on a fait tout un travail et qu'on fait tout un travail de mise en réseau et de réflexion sur les besoins, pour vraiment que ces moyens humains ils soient au service d'actions complémentaires, novatrices, ça je vais développer, et coordonnées. La question de la coordination et de la complémentarité, elle est fondamentale. Parce qu'en fait, il y a des choses qui existent. Et parfois, il y a des choses qui existent et des actions qui ne sont pas remplies. Je parlais tout à l'heure des formations aux compétences numériques clés, qui sont quand même des parcours où il n'y a pas de reste à charge pour le bénéficiaire, qui sont des vrais parcours de formation. Eh ben, il reste des places sur certains sites. Donc, voilà, des actions, il y en a. Des moyens humains, on va en avoir encore plus. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut vraiment...
aborder cette question de l'inclusion numérique avec une autre vision. C'est-à-dire qu'il y a nécessité à aller identifier vraiment les besoins très précis des publics qui sont en fait finalement très divers. On voit sur notre service de médiation numérique itinérant qu'on touche à peu près toujours la même cible, qui est la cible des jeunes seniors avec une moyenne d'âge de 67 ans. Sur nos actions passe numérique dans les communes, on est aussi sur la même cible. Donc cette cible-là des jeunes seniors, on la touche et on la touche assez facilement. Ça s'explique assez simplement, hein, ça s'explique par le format de nos interventions, les jours d'intervention, etc. Mais il y a plein d'autres personnes qu'on a nécessité de toucher. Il y a plein d'autres publics. Il y a aussi plein de personnes qui ne sont pas sensibles à des actions de type formation scolaire au numérique. On est sur des publics qui peuvent avoir qui peuvent être en difficulté avec un apprentissage très descendant du numérique, surtout que le numérique est plutôt un sujet qui peut s'aborder de façon en utilisant des pédagogies très actives. Donc, il y a nécessité d'être novateur à ce niveau-là, c'est-à-dire aller imaginer d'autres formes d'action et surtout travailler cette question-là en partenariat. Parce que si on veut toucher des personnes qui sont en difficulté avec le numérique, qui peuvent être des publics qui ne maîtrisent pas la langue, des publics en situation de handicap, il va falloir vraiment travailler main dans la main avec les structures qui ont l'habitude de travailler avec ces publics et venir nous apporter du numérique au service de quelque chose. Donc, pour moi, l'anticipation et la réflexion, elle est là. On va avoir des moyens humains. Il s'agit vraiment que collectivement, on s'en serve du mieux possible. Alors, on a vraiment des atouts sur les Pyrénées-Atlantiques parce qu'on connaît les acteurs, on travaille ensemble. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette grande ambition-là d'être toujours au plus près du terrain. Et puis, peut-être pour terminer avant les questions, une petite réflexion que je faisais un petit peu en introduction par rapport à cette question du halo de l'électronisme. On peut se considérer comme inclus, on peut considérer qu'il y a toute une partie de la population qui est incluse numériquement. Ben, elle est incluse numériquement aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? C'est-à-dire quand demain, on voit les technologies évoluent, les interfaces évoluent, c'est-à-dire il y a toujours nécessité à entretenir l'apprentissage numérique. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est dans une forme d'urgence à agir parce que derrière, il y a la question de l'accès au droit et que l'accès au droit, c'est vraiment un sujet urgent, important et que celui-là, on le traite de façon prioritaire. Mais il faut aussi penser nos actions sur du long terme et dans une logique de formation tout au long de la vie. J'ai ma collègue qui me fait signe qu'il faut que j'arrête de parler, mais du coup, j'en perds ce que je voulais vous dire. Non, voilà, cette question des publics, elle est quand même super importante. Et on aura beau mettre autant d'actions qu'on veut et mettre autant de moyens humains qu'on veut là-dessus, si on n'est pas très proche des besoins de nos publics et si on n'est pas capable d'aller les chercher, les identifier et de penser des actions différentes, qui sont moins scolaires, je pense qu'on loupera quelque chose. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah non, j'avais une conclusion non définitive à apporter. Je vous parlais tout à l'heure de l'espace ressources. Je vous invite vraiment à le mettre dans vos favoris. Alors, quand je n'étais pas sur la présentation en PDF, j'avais un GIF animé qui montrait comment on met en favori sur son navigateur. Mais là-dessus, vous avez vraiment, on le tient un jour, donc il y a vraiment les dernières actualités. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas fait, qui paraît de façon trimestrielle, donc on ne va pas envahir votre boîte aux lettres. Mais si on veut que notre travail de réseau il fonctionne, si on veut qu'on soit complémentaire, il faut aussi que du coup, cette information, vous y ayez accès et donc elle est disponible et je vous invite à y aller, à consulter. Et cette fois, c'est bon, vous avez contact si vous avez des questions plus spécifiques ou si vous êtes sur un territoire où il y a déjà un réseau d'inclusion numérique ou un en construction et que vous souhaitez savoir comment on raccroche les wagons avec le réseau, n'hésitez pas. Et il nous reste 7 minutes pour les questions. Donc, on est pas mal. Merci Aurélie, merci Fabien, merci Brigitte pour cette super présentation. Alors peut-être qu'il y a des questions, alors je vous propose, si vous le souhaitez, c'est de prendre la parole aussi à l'oral
vous pouvez allumer vos micros s'il y en a qui le souhaitent pour poser des questions. Ce sera peut-être plus facile qu'à l'écrit. Sinon, voilà. Sinon, il y a Amalia qui vous demande, est-ce que certains d'entre vous ont déjà mis en place dans les communes ou dans les collectivités des actions de médiation numérique auprès des publics, et est-ce que vous seriez intéressé pour offrir ce service à vos administrés, à vos agents? Voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou prendre la parole. Sinon, Aurélie, moi j'ai une question, je suis une commune, je souhaite dans ma commune faire intervenir Fabien, comment est-ce que je peux faire? Alors, Fabien vous a mis son numéro de téléphone dans le chat, donc vous pouvez le contacter directement. Après, peut-être que Fabien peut répondre aussi s'il veut, de façon très pragmatique, répondre. Alors oui, donc c'est très simple, il suffit juste soit par mail, soit par téléphone, me contacter. Donc le mieux, c'est encore par téléphone, comme ça on peut prendre le temps de bien expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà, après la première étape, c'est de caler des dates. Et ensuite, j'interviens dans la commune si au niveau des participants, tout ça, vous avez trouvé suffisamment d'administrés qui sont intéressés. Je vous aide aussi à travers des documents à communiquer. Donc, on a des affiches, on a des flyers, on a un formulaire d'inscription. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à préciser? Au niveau des contenus, du coup, merci Aurélie. C'est nous qui nous en occupons aussi. On a tout ce qu'il faut pour animer. Donc, on part de la découverte du numérique, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, une tablette, jusqu'à comment j'installe une extension sur mon navigateur, qu'est-ce que c'est qu'une extension de navigateur, un antivirus, comment je veux tous les bons réflexes de sécurité, d'entretien de l'ordinateur, comment je fais des sauvegardes sur une clé USB, comment je navigue en sécurité sur Internet, comment je fais des achats, comment je fais de la vente aussi sur Internet. Bon, c'est très varié, ça peut être de la retouche photo aussi, comment j'organise mes dossiers. Vraiment, tout le contenu, on l'adapte aussi en fonction des participants, de leur niveau, des besoins que vous avez identifiés. Et puis moi, après, au fur et à mesure de la formation, j'adapte aussi en fonction des participants. Voilà. C'est vraiment la carte et au maximum personnel. Bon, merci Fabien. Bon, écoutez, je pense qu'Aurélie a été tellement claire. Ah, j'ai Madame Lededeville, pardon, qui souhaite prendre la parole. Madame Lededeville, je vous laisse allumer votre micro et prendre la parole. Oui, c'est bon. Oui, je pense que ça marche maintenant. Oui, bon. Alors je n'ai pas forcément j'ai pas une question à poser, mais je voulais juste, puisqu'on nous pose la question si des collectivités ont déjà mis en place des actions de médiation. Bon, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, la CCLO, la communauté de communes de l'Arc-Cortez, est très impliquée dans le domaine de la médiation numérique avec les cyberbases qui sont implantées depuis de nombreuses années et surtout beaucoup en partenariat avec la Fibre 64 puisqu'on intervient bien sûr auprès de publics classiques dont vous avez beaucoup parlé et auprès des écoles, des collèges et lycées. Donc on mène des actions en partenariat avec le département et la Fibre 64 dans ces domaines et j'ai trouvé effectivement récemment, nous avons donc eu l'occasion de discuter recrutement de médiateurs numériques et ça nous a permis, vous avez raison quand vous dites qu'il faut bien s'organiser, il faut pas recruter pour recruter parce que ça ne sert à rien, enfin, et de bien s'organiser ensemble parce que nous, ça nous a permis de réfléchir à la question et de voir par exemple qu'en termes d'itinérance, notre objectif, nous faisons à la CCLO un peu d'itinérance, mais ça n'est pas ce que nous souhaitons développer. Nous souhaitons développer d'autres actions, faire venir des gens, mais surtout trouver d'autres publics. Donc, nous avons proposé à la Fibre d'abandonner notre action d'itinérance et de confier cette action à la Fibre 64 qui devrait pouvoir recruter des personnes tout à fait à même de s'en occuper et outillées pour le faire. Et par ailleurs, ça nous a fait, nous aussi, réfléchir à des besoins, parce qu'effectivement, l'inclusion numérique, les inclus d'aujourd'hui sont les exclus de demain, ou même, il y a des publics auxquels on ne pense pas a priori, qui sont par exemple
et ça c'est la crise sanitaire qui nous l'a fait comprendre et bien toucher du doigt, c'est par exemple, ce sont les commerçants, les artisans, enfin ce sont toutes ces personnes qui vont avoir besoin ou qui ont déjà besoin du numérique pour continuer à fonctionner. Donc, il y a toutes les réflexions qui sont à la CCLO, mais ailleurs certainement sur la digitalisation des commerces. Mais en matière d'inclusion, je pense qu'on va réfléchir sérieusement à comment toucher toutes ces personnes à un premier niveau. Hein, c'est parce que pour beaucoup, le premier niveau, savoir même créer une adresse mail, savoir utiliser du WhatsApp parce que ça fait partie maintenant des outils utilisés par des commerçants pour discuter avec leurs clients. Ça peut être pas mal de choses. S'inscrire sur Google, ça fait pas mal de choses à faire. Donc voilà, ça a été une bonne initiative de discuter de tout ça parce que il y a vraiment des publics qui, on ne le sait pas, mais qui ont besoin de cette démarche d'inclusion numérique. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cette intervention parce qu'en plus, justement, quand je disais sur ma diapo, les inclus d'aujourd'hui sont peut-être les exclus de demain, c'est justement aussi à ces publics-là que je pensais et au fait que le confinement a révélé aussi cette problématique-là qu'on n'avait pas forcément vue avant. Donc en effet, merci et merci du témoignage. Oui, donc quand je disais que en effet, il y a des choses qui existent sur les territoires et que la volonté, c'est vraiment d'agir en complémentarité et c'est un bel exemple avec la communauté de communes de la Cortès puisqu'on travaille en effet régulièrement ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres remarques, d'autres interventions? Oui, bonjour, Claude Bordebaillac. Je suis représentant de la communauté Nord-Est Béarn. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Donc, on est inscrit sur notre territoire déjà, puisqu'on a un partenariat avec Unicité notamment. Et donc, effectivement, vous avez évoqué le fait de coordonner effectivement nos actions. Je crois que c'est déterminant et indispensable par rapport aux besoins. Donc, identifier les besoins, c'est un fait. Après, la question que j'aurais, ça concerne les médiateurs, parce qu'on est en pleine réflexion, donc pour voir nos besoins aussi donc sur le territoire. Et effectivement, est-ce qu'il faut un médiateur par communauté de communes? Est-ce que effectivement c'est un investissement également? Et c'est enfin toute la réflexion aujourd'hui pour nous, c'est on a les prémices des besoins, on voit un petit peu les besoins, mais voilà vers quoi il faut s'orienter. Est-ce que il faut faire un petit peu comme la Cortès, vous confier au niveau de la fibre, donc les médiateurs et notre action avec eux, ou est-ce que je crois qu'il y a des points d'équilibre à trouver entre les communautés de communes et puis la fibre pour les médiateurs, quoi. Donc on est un peu interrogatif sur la démarche et sur l'orientation, puisqu'il va falloir se déterminer très rapidement là-dessus, quoi. Voilà, c'était ma réflexion au-delà de tout ce qui a été dit. Alors, je vais tenter une esquisse de réponse et je laisserai Amalia peut-être compléter. Donc, sur la communauté de communes Nord-Est Béarn, en effet, on a démarré une démarche d'essaimage avec vous, avec le SDSEI Est Béarn et communauté de communes Pays de Naï et communauté de communes d'Éduy en Béarn. Vous avez aussi la chance, comme à la Cortès, d'avoir encore un espace cyberbase avec une médiatrice numérique. Peut-être la différence, c'est que vraiment la Cortès, ils ont une équipe de plusieurs médiateurs numériques, alors que chez vous, vous avez une seule médiatrice numérique. En effet, vous avez pu, via des partenariats aussi, enrichir votre offre d'accompagnement numérique. Je dirais que, enfin, je vais redire ce que j'ai dit, mais je pense que vraiment, les moyens humains, c'est important, mais je pense que c'est vraiment la façon dont on pense nos actions et dont on agit qui va compter. En effet, avec la fibre 64, on va avoir normalement une force de frappe plus importante pour pouvoir intervenir en itinérance, puisque je pense que vous n'avez pas de lieu fixe d'accueil dans tous les territoires de la communauté de communes, mais il faut aussi penser qu'il y a d'autres lieux qui peuvent être des lieux qui progressivement vont ou qui font déjà peut-être de l'accompagnement numérique. Je pense aux médiathèques, je pense à par exemple chez vous la mission locale. Enfin voilà,
il y a aussi à l'Imbeil chez vous un espace de vie sociale qui accompagne aussi au numérique. Donc, il y a des choses et il faut voir comment est-ce que ça couvre suffisamment vos besoins ou pas. Mais peut-être, Amalia, tu veux rajouter quelque chose? Bonjour, Monsieur Bordebaillac, et merci Aurélie pour ton intervention. Je dois juste à rajouter un seul élément de réponse, hein. C'est que les maîtres mots pour nous dans le déploiement de la stratégie départementale d'inclusion numérique et surtout à l'aune du plan de relance de l'État qui va mettre énormément de moyens sur la médiation numérique, les deux maîtres mots, ce sont cohérence et coordination. Cohérence par rapport aux besoins du territoire, du vôtre en particulier, puisqu'on déploie une stratégie qui, dans sa méthodologie, est la même sur tous les 7 bassins de vie identifiés sur le 64, mais qui est adaptée aux réalités de territoire de ces 7 bassins de vie, cohérence et coordination, parce qu'en effet, il existe déjà beaucoup de choses qui se font sur les territoires et tout ça doit se faire surtout avec l'apport de moyens nouveaux, hein, si vous vous lancez notamment dans le recrutement de ressources humaines supplémentaires pour accompagner vos administrés, vos entreprises, ça ne pourra se faire, en tout cas, ça ne portera ses fruits effectivement que dans le cadre d'une coordination avec les acteurs existants pour ne pas les fragiliser d'une part, et puis pour surtout bien identifier le rôle de chacun, la répartition des publics cibles, imaginer ensemble d'autres modalités d'intervention. Et c'est bien le sens de tout le travail que la Fibre mène dans son action de coordination et de mise en place des réseaux locaux d'inclusion numérique, ce qui a démarré côté Nord-Est Berne, en s'appuyant notamment sur vos agents, sur les forces du territoire qui existent déjà. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. On va essayer de faire au mieux et de faire les bons choix, voilà, pour nous entourer au mieux pour nos administrés, tout simplement. Oui. Tout à fait. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas. Bon, merci bien, merci bien. Y a-t-il peut-être une dernière question? Il est 12h05, on va peut-être clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Aurélie, tu aurais une dernière chose à dire peut-être ou non? Bon. Écoutez, merci à tous. Merci déjà à Aurélie Salin, à Brigitte Courade-Le Pennec et à Fabien De Villiers d'être intervenus pour ce webinaire qui a rencontré, je dois le dire, pas mal de succès. J'en suis très heureuse pour ce 3e webinaire. Je vous donne rendez-vous pour un 4e webinaire en mars. Donc, la date vous sera envoyée par mail. Donc, ce 4e webinaire sera donc dédié à la sécurité informatique. Il sera animé par Olivier Graal, qui travaille à l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Écoutez, merci encore, bon appétit et à très bientôt. Merci bien, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À vous. Merci. Merci à vous tous. Merci, au revoir.